Bien, vous avez parlé de gamme végétale. On va aborder justement ce sujet avec Nathalie Vial, responsable d'expérimentation d'Astrodor Seine-Manche, qui nous parlait un petit peu justement comment peuvent évoluer les gammes pour s'adapter à ces nouvelles demandes. Oui, donc bonjour à tous. Donc Nathalie Vial, responsable d'expérimentation sur la station Astrodor Seine-Manche. C'est une station d'expérimentation du réseau Astrodor qui est la plus proche de nous à Saint-Germain-en-Laye, région parisienne. Et donc moi, je vais vous parler un petit peu des gammes végétales qu'on peut utiliser pour ce genre de réalisation. Comme l'a dit mon prédécesseur, on ne peut pas tout utiliser pour les toitures. Nous, on a également travaillé sur des systèmes de murs, donc de murs végétaux avec en fait des cassettes en inox. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est pareil, on a travaillé les gammes puisqu'on ne peut pas tout mettre. Ce sont des espaces qui sont même hyper contraints. Quand on met des cassettes végétales à 3-4 mètres de haut, on est tout de suite exposé avec une très faible épaisseur de substrat à des contraintes de température, de vent et donc après d'hygrométrie, etc. qui sont assez extrêmes. Donc c'est tout ça qu'on a travaillé. Et puis je vais revenir au tout départ sur l'importance un peu qu'ont pris les balcons terrasses là dans ces dernières années, on va dire, dans notre société. Et puis voir un peu quelles sont les espèces qui sont en train de monter, lesquelles s'adaptent un peu mieux à ces espaces. Donc tout d'abord un peu l'importance des balcons terrasses aujourd'hui. Donc ça, ce sont des résultats tirés des analyses faites par Valor, donc qui en appuient aussi pour justement connaître un peu l'importance pour les particuliers, pour les autres corps un peu pour s'installer sur les balcons et terrasses. Donc là, on voit que en fait sur cette diapositive, la première activité de loisir des Français, ça va être jardiner, soit sur sa terrasse, soit on va dire dans son jardin. Donc s'occuper des plantes, des fleurs, et puis jardiner, ça représente quand même 80% quasiment des activités de loisirs que font les gens. Donc c'est très important de répondre à cette demande. Il va y avoir une forte demande justement du végétal pour mettre sur ces espaces. Là, c'était pour regarder un petit peu, justement, jardiner c'est bien, mais les gens jardinent sur quoi? Donc finalement, 71% des gens qui ont répondu à cette étude-là sont possesseurs de jardin ou terrasse. Et puis de jardin et terrasse, ça c'était dans 32% des cas. Donc juste un petit peu pour voir, ça conditionne justement l'espace qu'il y aura à végétaliser et puis les contraintes qu'il y aura dessus, puisqu'un jardin, on peut se permettre de mettre des arbustes, etc. Tout de suite sur une terrasse, c'est déjà plus ou moins hors sol, et puis si on parle d'un balcon, c'est carrément minimisé, et puis il y a des contraintes des fois de vent, etc. sur les terrasses. Donc quels sont un petit peu les modes de consommation de ces gens qui, donc c'est tout à chacun, qui possèdent un balcon, une terrasse ou bien des jardins, on va dire, comme là je l'ai indiqué, jardin de poche, c'est-à-dire jardin limité en termes d'espace. Donc on va se tourner vers des plantes qui sont compactes, qui ont une croissance ralentie, mais il faut quand même que ça garde la silhouette des grands arbres, donc c'est-à-dire qu'on reconnaisse quand même l'espèce de base et puis qu'on sache à quoi on a affaire. C'est pour ça que du coup on parle un petit peu d'espèces hybridées. Ce sont des choses qu'on voit arriver sur le marché, qui ont été sélectionnées justement exprès pour ces espaces contraints, puisque les sélectionneurs avaient bien compris que justement les gens voulaient garder les silhouettes, voulaient garder les formes, mais tout en ayant des choses XXS ou tout en ayant des choses compactes, nanifiées, etc. Donc on voit arriver sur le marché tout un tas d'espèces qui sont hybridées et qui correspondent totalement aux attentes sur ce point-là. Donc les gammes adaptées, j'ai tracé quelques gammes donc avec des grands thèmes, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais on voit ressortir des arbres lilliputiens, des choses comme ça nanifiées en fait, qui ont les caractéristiques des espèces classiques. Il faudrait qu'on puisse reconnaître l'espèce de base, mais il ne faut pas que ça dépasse 3-4 mètres pour s'adapter à un balcon, donc il ne faut pas que ça aille sur le balcon du dessus. Même dans le jardin, il faut que ce soit facile à tailler, donc il faut que ça reste à taille humaine, on va dire, il ne faut pas que ça prenne trop d'espace. Les gens se tournent de moins en moins vers ce genre de choses. Et puis bien sûr, il faut essayer de retrouver quelques espèces remarquables. Donc là, les photos, ce sont en fait des programmes d'essai qui sont mis en place à la station où tous les ans, on demande aux producteurs de jeunes plants, que ce soit les grands producteurs ou des petits producteurs, de nous fournir quelques collections. Donc les collections, ce sont des nouveautés qui veulent voir arriver sur le marché. Et puis nous, on les met donc en production et on voit ce que ça donne, comment ça se comporte. Et ensuite, on essaie de les caractériser justement pour voir si ça s'adapte bien, est-ce que ça va être plutôt grand, plutôt petit, est-ce que ça va consommer, etc. Donc nous, on leur fait notre retour technique et eux, finalement, nous permettent d'avoir justement un petit peu cette vision de ce qui va sortir sur le marché l'année d'après ou
ou des fois c'est l'année en cours, mais au moins de savoir un petit peu les nouveautés qui sortent. Donc là, on a tout en haut en jaune, on a un saule qui est un jaune très intense, et ça c'est par exemple aussi des saules qui pourraient, pourquoi pas, remplacer tout ce qui est orangé du Mexique, qui montre en production pas mal de problèmes de maladies, donc du coup ils sortent d'autres espèces pour essayer d'être un peu en remplacement. Voilà, c'est aussi des choses qui peuvent se faire, tout en restant bien sûr le plus petit possible. Ça ne va pas être le saule pleureur que l'on voit, celui-là reste dans un pot. On a d'autres choses comme les abélias ou bien le forsythia qui était très très compact et donc gardant toutes les caractéristiques de l'espèce, c'est-à-dire vraiment à fleurir assez rapidement au printemps, mais dans son pot et tout à fait compact pour les balcons. On voit arriver d'autres gammes aussi qui sont les fruitiers, pourquoi pas rentrer dans le jardin par la table à manger. Et donc les fruitiers, il faudrait qu'ils soient à la fois décoratifs pour la couleur des fruits, qui souvent les fruits rouges, les fruits jaunes, etc. Très intéressant, mais également gourmand, pouvoir picorer sur le pied directement, avoir le produit frais. Donc les gens se tournent également beaucoup vers ce genre de produits. Donc ce sont des arbres qui sont sélectionnés, ou du moins même on voit des hybrides apparaître pour qu'ils produisent beaucoup de fruits, qui soient très compacts. Alors après, en termes de tenue, des fois c'est pas forcément très, très facile à maintenir. Je pense aux petites tomates compactes, les tomates cerises que l'on voit arriver sur le marché. Ce sont des pieds qui produisent énormément. Après, voilà, est-ce que ça ressemble vraiment à un pied de tomate? C'est la question à se poser. Donc les gens sont vraiment tournés pour déguster leur récolte, donc avec des petites framboises, des petites tomates, tout ce qui est vigne aussi nanifié pour que ça puisse finalement produire dans les 2 ans sans avoir besoin de taille, sans être tutoré. Parce qu'il faut toujours aussi que ce soit très pratique et sans beaucoup de contraintes. Tutorer les tomates, c'est plus au goût du jour, on va dire. Du moins, les gens aimeraient bien s'en passer. Et puis toute une gamme aussi d'arbustes compacts, donc qui peuvent être mis sur le marché. Là, on voit également un hydrangea qu'on a eu sur la station, qui garde donc c'est un macrophylla, donc ça garde ses grosses fleurs et ses couleurs assez roses. Là, pour le coup, il était assez rose pétant, mais très compact. Donc il ne va pas grandir beaucoup plus que ça. Vous voyez, le pot, il doit faire une vingtaine de centimètres de haut. Donc au final, la plante, elle fait peut-être 40 cm maximum et elle va rester très très compacte. On a moins ces arbustes finalement, ou du moins ils vont être très compactés pour tenir sur ces espaces contraints qui sont étroits, et les plantes ne doivent aussi jamais être envahissantes et prendre la place de tout le reste. Il faut que ça reste aménageable. Donc pour ça, on se tourne également beaucoup vers tout ce qui est prix. Finalement, au Salon du Végétal, vous connaissez tous Innovert, là, les végétaux qui sont primés au salon, et donc on avait eu cette année un Zantedechia aussi qui avait été primé, donc là plus adapté un peu à l'intérieur, et puis donc des tomates cerises pour leur aspect compact aussi. Donc je vous ai dit que je vous parlerai des essais un petit peu qu'on a fait sur les parois végétalisées. Donc ça, c'est un essai qu'on a fait en partenariat avec l'entreprise InnoVégétal, donc qui nous a proposé des supports à l'époque, c'était donc il y a déjà 4 ans, des supports de cassettes métalliques en inox dans lesquels il y a des paniers ou des encoches et où on peut mettre donc du végétal. Le substrat est compris dans une épaisseur d'à peu près 15-20 cm dans un feutre pour maintenir l'humidité également. Et donc ça fait un espace qui est contraint, parce que vous voyez une cassette en inox, le substrat qui fait 15 cm d'épaisseur, et donc là on les a cultivées en partie penchées, donc c'est-à-dire au sol, et puis ensuite on monte les cassettes les unes sur les autres, une fois qu'elles sont végétalisées, pour monter une structure. Et une fois qu'on arrive à 3-4 mètres de haut déjà, on s'est rendu compte que les végétaux, pour être adaptés à ces cassettes, doivent déjà résister à moins 30 degrés, puisque rien qu'à sécher avec le vent, les températures qu'il peut faire en hauteur, etc., et l'épaisseur du substrat, finalement, on a de très fortes contraintes dessus. Donc là, ça vous présente un peu les cassettes, et puis donc par la suite, là, ce sont les relevés de température qu'on avait fait justement entre la température de l'air donc à l'extérieur et puis la température dans le mur. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'effet tampon que ça. Alors, ça marche uniquement pour le système qui vous est présenté, ça ne marche pas pour tous les systèmes. Mais finalement, il n'y a pas très peu d'effet tampon de la paroi de la cassette et puis du substrat qui est présent. Et donc finalement, le végétal, il est exposé directement aux températures qu'il y a dans l'air. Donc en hiver, bien sûr, des températures qui peuvent être très froides. On a donc au cours de ces essais finalement fait ressortir
plusieurs typologies de plantes. Donc les plantes au développement intéressant, ce qui ne veut pas dire fort développement, puisque finalement pour s'adapter aux cassettes végétales et aux murs végétalisés, un fort développement c'est pas forcément bon, ça va piquer la place du reste, il va y avoir des racines trop grosses, il va y avoir en fait au niveau de la partie végétative quelque chose qui va prendre tout de suite trop de place et qui va être, on le voit sur la deuxième photo, on a une chair brownie en marron là en dessous. Et finalement, celle-ci présentait des feuilles qui étaient vraiment très très grosses et pas du tout intéressantes. Enfin voilà, ça prenait esthétiquement beaucoup trop de place et ça faisait trop d'ombre à toutes les encoches qui sont en dessous. D'ailleurs, on le voit, il n'y a plus grand-chose sous le chair. Donc les plantes à développement intéressant, on a fait ressortir des gammes, donc c'est celles qui résistent déjà, et puis qui ne se sont pas trop développées, on va dire, dans le mur, et qui ont su s'adapter aux autres plantes qui étaient présentes également. À chaque fois, c'était des panachés, on n'a pas fait de mur spécialisé, on a toujours panaché toutes les espèces. Donc on retrouve bien sûr les sédums, on retrouve des sauges, des ibéris, des aubriettes, des choses en fait assez simples. Les fraises aussi, si on ne les met pas trop en hauteur, ça peut bien résister à ce genre de matériel. Donc voilà, c'est assez intéressant d'observer ça. On avait également des plantes à faible développement et finalement celles-là rentrent aussi dans celles qui étaient à développement intéressant justement pour cette capacité à être à faible développement. On retrouve un autre type de chair, en fait c'est la Métis Mist, là c'est celle qui est juste en dessous, et celle-ci était intéressante parce qu'au contraire elle avait des petites feuilles, donc finalement les fleurs sont assez intéressantes, elles nous permettent d'avoir de la couleur violette, etc. Mais les feuilles restant petites, on avait moins d'ombre portée sur les cassettes et les encoches qui étaient en dessous, et donc finalement se maintenait mieux dans le mur. Donc pour la même espèce, d'une variété à une autre, finalement, il y en a une qui était intéressante et l'autre qui n'est pas du tout intéressante à mettre dedans. Donc on en est carrément un petit peu aux variétés à choisir. Les potentilles aussi, les petits rosiers, ça c'est très bien. Après, bon, pour l'entretien, c'est un peu moins sympa, mais ça se comporte très bien dans les murs. Alors, les rosiers, nous, on a pris ceux qui sont des rosiers un peu paysagers, voyez, parce que le problème, c'est que si on met des plantes qui sont trop ligneuses, avec trop de bois, ça va moins bien se maintenir dans des toutes petites encoches de murs. Voilà. Ça, c'est une question de praticité aussi. Une fois qu'elle atteint le bord de l'encoche, la plante a tendance à se blesser elle-même en fait, avec le bord du mur. Et puis une dernière catégorie de végétaux donc, qui eux étaient non adaptés. Alors il n'y a pas beaucoup de photos parce qu'ils sont en général morts dans le mur. Mais ce sont souvent des espèces qui mettent trop de temps finalement à s'implanter et donc qui sont cachées et qui ont leur espace et leurs nutriments finalement qui sont pris par les autres avant. Donc les petits fusains, les aspleniums qu'on avait testés mettaient trop de temps à s'implanter et se faisaient manger dès la première année. Ou au contraire, comme le Chera brownis qui est présenté, était trop gros, bien trop gros et au final prenait beaucoup d'espace. On avait également un iris qui s'était implanté dans l'arbre, dans la cassette, mais qui s'était implanté partout. Donc la deuxième année, en fait, vous en aviez dans tous les trous. Donc ça c'est bien, mais c'était pas trop le but. Donc c'est pareil, c'est des espèces à proscrire. Donc voilà pour l'essai qui était ce que je vous ai présenté, un essai sur les cassettes végétales et les murs végétalisés. Et là, je vais revenir sur un autre essai qu'on met en place, qui est l'essai ProdUrban, dont vous a parlé un petit peu Guillaume Morel ce matin. Donc au sein de l'Institut, on est aussi là pour essayer d'aller voir un petit peu plus loin sur les solutions d'agriculture urbaine et d'essayer de voir à qui on peut s'adresser avec ces solutions-là. Et nous, on a fait le pari de s'adresser directement aux particuliers et de voir si on pouvait trouver des systèmes en hydroponie ou en aéro-hydroponie qui pourraient s'adapter directement en fait, aux particuliers sur les balcons terrasses, comme ça, hein, à mettre chez soi pour cultiver ses petits fruits, ses légumes, etc. Et puis de montrer à nos producteurs, donc nos producteurs adhérents, nos pépiniéristes et horticulteurs, que finalement eux aussi avaient un rôle à jouer en essayant de mettre ça, pourquoi pas chez eux, ces systèmes d'hydroponie pour montrer leur gamme. Et une fois que les gens sont intéressés par le système, ils peuvent choisir dans la pépinière ou dans le magasin, dans la jardinerie, les plantes à mettre dans leur propre système à eux. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc finalement, avec cet essai-là, on essaie d'avoir des nouveaux systèmes innovants, des cultures en hydroponie, voir si ça peut faire gagner à nos professionnels un peu de temps sur la mise en culture, ou du moins aussi d'avoir des plantes finalement, on va dire propres, donc sans substrat, des racines nues, qui peuvent être adaptées à des systèmes un petit peu nouveaux aujourd'hui. On le voyait, des systèmes de cascade qui se mettent sur les balcons, les nouveaux systèmes qui sont proposés sur le marché. Si nos producteurs arrivent avec des plantes déjà en panier qui s'adaptent facilement, voilà, ça peut être un nouveau débouché, un nouveau marché pour eux. Et bien sûr, ce sont des systèmes en circuit fermé, donc il y a tout l'aspect environnemental, dans le sens on limite les pertes en eau, les éléments minéraux. Et pour le particulier, au final, ce sont des systèmes un petit peu autonomes, parce que ça marche avec des pompes. Une fois que ça marche bien, normalement, c'est censé être un petit peu autonome. Et on peut les piloter à distance avec tous les capteurs qu'on voyait, tout ça.
Donc le système, en fait, enfin l'essai que l'on met en place, on va comparer bien sûr un système classique, donc un terreau à base de vermiculite, ce que font nos producteurs, avec un système en aéro-hydroponie, puisque c'est de l'eau qui est pulsée sur les racines. Donc, finalement, elle ne trempe pas dedans comme un vrai système d'hydroponie, mais c'est de l'eau qui est pulsée dessus, donc c'est plutôt même de l'aéroponie. Et on a des paniers de culture et les racines sont nues. Donc c'est vraiment comparer ça. À la fin, on va obtenir d'un côté un produit avec des racines dans du terreau et de l'autre côté des produits avec des racines qui sont à nu. Et la deuxième partie du projet, c'est ensuite de les mettre dans ces systèmes de vente démonstration qui peuvent s'adapter aux balcons terrasses, aux espaces contraints. Donc vous voyez, on a des jardinières qui peuvent être donc remplies avec de la bille d'argile et on peut tout à fait insérer les paniers avec les plantes avec racines nues, ou on peut y mettre également les plantes en godet avec le substrat, c'est exactement pareil. On voudrait essayer d'avoir aussi des systèmes d'hydropousse, comme vous le voyez, donc ça c'est la société Greenamic qui fait ça. Mais ce sont finalement des bancs de culture où pareil on peut mettre soit les systèmes avec des racines nues, soit les mettre avec de la terre. Mais on pense que peut-être à terme les particuliers seraient intéressés pour avoir ça chez eux mais sans substrat, parce que c'est toujours un petit peu salissant de devoir rempoter ses plantes, de devoir mettre du substrat partout sur le balcon. Enfin, si les espaces sont contraints, c'est aussi justement pour s'affranchir de ça. Donc si on arrive avec des produits qui ont été faits en hydroponie, est-ce que ça peut s'adapter à ces systèmes plus facilement et attirer le client, pourquoi pas. On a des systèmes de cascade un petit peu comme vous avez vu ce matin avec les pots empilés et de l'eau qui circule au milieu. Et puis des systèmes de murs végétalisés avec des encoches où pareil on vient enfiler son pot en fait dedans. Et puis il y a une petite réserve d'eau en dessous qui fait la mèche pour arroser, pour toujours hydrater la plante. 5 minutes. Ça marche. Au niveau des gammes végétales, nous on a voulu travailler en fait tout ce qui est aromatique, petits fruits, petits légumes, pour essayer de toucher le plus grand nombre de gens, et puis des plantes fleuries. Alors ces systèmes-là, nous, ils sont destinés à être dehors, puisque ce serait potentiellement pour des balcons, terrasses. Donc on va essayer de les mettre en place, on va dire, assez tardivement, dans le sens où on va essayer de les sortir au niveau du mois de février, mars, pourquoi pas, et d'essayer d'avoir des choses qui pourraient potentiellement être comestibles dès le mois de juin, selon les gammes que l'on a testées. Donc on a mis des aromatiques, on a mis des petits fruits, et puis dans les plantes fleuries, finalement, ce sont aussi des gammes, on va dire plutôt horticoles, mais qu'on essaie d'adapter à la pépinière, plus ou moins, d'horticulariser un petit peu la pépinière, dans le sens de prendre des gammes horticoles froides et d'essayer de voir si on ne peut pas les cultiver dehors directement. Donc ça gagnerait déjà de l'énergie des serres, et puis un peu de place aussi pour les producteurs qui feraient ça. Donc voilà pour le programme, c'est la première année en fait où on va le mettre en place. Alors à Rexor Grand Est, ils ont déjà fait une année avec les différents systèmes que l'on a vus avant. Donc ça, ce sont des photos en partie prises dans la station du Grand Est. Et dès cette année, on va essayer justement de mettre les résultats de culture en hydroponie dans ces systèmes, voir si ça s'adapte bien et surtout essayer de montrer ça à un plus grand nombre de producteurs possible pour recueillir leur avis et savoir si ça leur plairait d'avoir des systèmes comme ça et voilà, si ça montre un réel intérêt. Et bien sûr, quelle est la survie des plantes dans ce genre de système. Voilà, donc ensuite le bilan du projet c'est celui-ci et puis les perspectives comme on montrait aussi, Guillaume en a parlé ce matin, les systèmes Parrot par exemple, pour pouvoir connecter tous ces systèmes-là et savoir à distance s'il y a assez d'eau, s'il y a assez de nutriments, s'il faut aller arroser, etc. Ça ce sont des choses aussi dont les particuliers sont très demandeurs d'avoir des choses connectées, qu'on leur dise quoi faire avec ce genre de système, ça fait partie de la maintenance également. Et puis c'est la petite photo d'arbre vertical, ça c'était une demande au départ qu'on avait de nous dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas même végétaliser de façon verticale des choses de plus en plus grosses et à savoir même du ligneux et de l'arbre et pourquoi pas arriver à mettre des arbres sur les façades comme on en parlait tout à l'heure. Voilà pour les deux projets présentés par l'Institut et puis donc en cours cette année encore en 2016. Voilà, merci de votre attention. Question ? Pardon. Merci. À nouveau, Éric Dargent, les Farmers. Sur les essais que vous avez faits sur aromatiques et fruits, c'était pour une utilisation ornementale. Est-ce que vous avez testé la version, enfin, l'utilisation productive avec du coup des calculs de rendement?
Justement, sur la partie hydroponie, on voudrait essayer de comparer le rendement qu'on pourrait obtenir entre des pieds, enfin, déjà la tête que ça aura à la fin, entre des pieds cultivés dans le substrat tout court, enfin, le substrat on va dire classique que l'on connaît, et puis ceux cultivés en hydroponie, pour voir s'il y a un réel intérêt à se lancer là-dedans, s'il faut vraiment mettre ça dans ces systèmes chauffés pour intensifier le programme ou pas. Après, l'année dernière, on avait déjà choisi des tomates compactes, des hybrides en fait, qui sont faits justement pour produire beaucoup en étant très compacts. Et on avait sincèrement des centaines de tomates par pied. Alors c'est bien, mais après, il faut savoir quoi en faire, tout simplement. Donc c'était pas forcément... Enfin voilà, il faut encore qu'on travaille ces gammes-là. Justement, on est là pour ça en tant qu'institut aussi. Tester nos nombreuses variétés et puis voir lesquelles sont les mieux adaptées. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en hydroponie, ce genre de tomates qui en produisent énormément, et voir si ça peut aboutir, voilà, comment ça va se comporter. Pour l'instant, c'est plutôt de façon à replanter par les particuliers. Ce n'est pas pour la consommation immédiate, on va dire, mais voilà, c'est plutôt pour vendre la plante en elle-même et que le particulier puisse mettre ça chez lui. Il y a une question. D'abord ici. Ouais, Dominique. Oui, bonjour. Moi, c'est par rapport aux amendements, aussi bien dans le substrat classique que dans l'hydroponie, le système où les racines sont dans le... quelles sont les substances nutritives que vous incorporez? Quelle est leur origine et voilà. Ouais. Alors pour les premières années là où on s'est lancé là-dedans, on a préféré se lancer sur du minéral, dans le sens c'est un peu connu, c'est assez stable, etc. Donc pour prendre en main les systèmes, on est parti sur du minéral, donc des choses assez classiques en hydroponie, en fonction de ce qu'on veut au départ pour la croissance végétative. Après pour les floraisons, les fructifications, on change un peu les équilibres, mais ça reste du minéral. Dans la suite du programme, on aimerait bien justement se lancer dans l'organique, parce que comme on le disait aussi, l'hydroponie et tous ces systèmes de végétalisation urbaine, c'est fait pour se rapprocher au plus possible du bio, donc il faudra s'y mettre et il y a des solutions qui existent. En discutant avec certaines entreprises, on a déjà des contacts pour pouvoir s'y lancer, travailler des choses. On voulait déjà maîtriser les systèmes avec du minéral parce qu'on le connaît mieux, c'est vrai, mais dans la suite c'est prévu de se lancer dans l'organique et de trouver les bons produits. Enfin, c'est assez compliqué au niveau de la stabilité, mais voilà, ce sera à travailler, on est là pour ça, donc on va travailler ça. Oui, Jean-Christophe, Nature et Potager en Ville. Je voulais savoir, est-ce que la manière dont on produit les jeunes plants conditionne sa future culture, dans le sens, est-ce qu'un jeune plant issu d'hydroponie doit aller en hydroponie? Est-ce qu'un jeune plant issu par aéroponie doit aller en aéroponie aussi? Voilà, son comportement en fait. Oui, très bonne question. Justement, alors le but ce serait de dire un jeune plant qui est fait en hydroponie pourrait poursuivre, en tout cas il a plus de chances de poursuivre sa vie en hydroponie ou en hors-sol comme ça, puisqu'il est déjà en racine nue, donc c'est la praticité de pouvoir le transplanter un peu plus facilement dans des systèmes qui sont eux-mêmes aéroponie. Mais il n'y a aucun souci à reprendre le panier de culture en hydroponie. Voilà, on coupe en haut, on coupe en bas pour faciliter l'opération, mais on le rempote en fait. Donc justement, une des questions, c'est de se dire, est-ce qu'on gagne du temps à faire l'hydroponie? Voilà, ce sont des petits pieds, ils sont tous dans un seul système, et après on les rempote dans du classique si ça plaît, ou on les met dans des systèmes comme on a vu, si ça plaît, ou est-ce qu'il faut vraiment mettre ça dans du substrat? Mais pour moi, il n'y a aucun souci à ce que le jeune plant issu d'hydroponie soit remis dans un circuit normal, on va dire, avec rempoté dans du substrat, ou continue en hydroponie. C'est plus compliqué dans l'autre sens quand il faut se débarrasser de toute la terre, la vermiculite, tout ça. Enfin, c'est un lavage qui fait une opération en plus. C'est pas forcément faisable. On a le temps ? Oui. Donc, une petite question concernant la durabilité d'un système en aéroponie à l'extérieur. Est-ce que vous avez pu tester ce système dans différents climats, ou du moins par temps chaud, par exemple, et venteux? Ça, c'est la première question. Puis, quid du système pendant l'hiver, quand, bien sûr, il y a des risques de gel et que, bien entendu, on coupe l'eau, quoi. Ouais. Donc là, le but, ce serait de le sortir à l'extérieur, justement parce que, essayer de voir si ça fonctionne en température, sans rajouter d'énergie pour chauffer. Et sinon, pour l'instant, en tout cas, ils étaient sous tunnel, soit tunnel non chauffé, soit tunnel, on va dire, hors gel. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait à Rexor Grand Est, et dans ces cas-là, ils tiennent toute l'année, et il n'y a aucun souci. Ils ont même adapté eux-mêmes des bacs pour mettre les poissons, faire de l'aquaponie, en fait, transformer ça en aquaponie. Donc c'est très très modulable comme genre de système, ce qu'on a choisi et ce qui existe sur le marché. Après, justement, le but cette année, c'est de le sortir dehors et de voir ce que ça peut donner en extérieur. Est-ce que ça... Alors en hiver, non, ça je vous le dis, ça c'est sûr. Mais par contre, voilà, à partir de quand on peut le sortir, à quel point c'est productif, jusqu'à quand il peut rester, tout ça, c'est ce qu'on va vraiment faire cette année. Une toute dernière, on a encore un peu de temps.
Oui, David Croissant de l'ESA. Vous avez essayé du matériel en hydroponie pour les particuliers. Ma question, c'est le niveau d'acceptation en fait chez le particulier. En fait, ce concept de faire pousser des fraises sans terre, est-ce que c'est pas la première chose à aborder avant de regarder les solutions techniques en fait? Pas sûr d'avoir très bien compris la question. C'est bien de tester des nouveaux matériaux pour voir si ça fonctionne, mais est-ce que le marché existe aujourd'hui? Je ne suis pas persuadé que le quidam puisse être intéressé par l'hydroponie en fait, pour lui-même, quoi. D'accord. C'est vrai qu'après, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent sur le marché. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui existent. Quand on voyait les cascades, là, ce genre de système, enfin, c'est le CUSA qui fait celle-ci. Et ils vendent, ces systèmes-là se vendent très bien, que ce soit à l'étranger ou en France. Donc je pense que d'ici peu, ou en tout cas c'est en train de venir, beaucoup de gens sont intéressés pour avoir leur petit banc de culture en hydroponie pour faire la salade, on va le récolter dehors, etc. Et c'est plus facile de faire ça sur son balcon en hydroponie que de faire ça dans son carré potager, où il y a les limaces qui viennent, où il faut mettre ci, ça. Et tout l'entretien qu'il y a derrière. Enfin, si c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais je pense que si, de ce qu'on en entend et des études justement qui sont faites par Valor, etc., on voit un engouement pour ce genre de culture. Et c'est pour ça qu'il faut des solutions techniques en fait, c'est plutôt ça, c'est comme il y a de la demande, il faut des solutions techniques. Rapide alors, pour une réponse rapide. Micro. Merci. Tu parlais des solutions techniques, justement, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des solutions techniques très basiques qui nous permettent quand même de continuer à valoriser notre végétal? C'est-à-dire de ne pas mettre tout l'argent dans un bac ou dans un pot pour privilégier l'aspect végétal. Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est justement pour ça qu'on comparera de toute façon un végétal, enfin le même pied en fait finalement, la même gamme qui va être cultivée dans du substrat classique et en hydroponie pour se dire est-ce qu'on a besoin de tout mettre, justement de tout miser sur l'hydroponie ou sur des systèmes de vente qui soient justement techniquement avancés, etc. Et est-ce qu'on ne peut pas continuer à produire notre végétal, mieux le valoriser? Pourquoi pas mettre en avant les supports de vente comme on voulait les mettre en place? On pourrait le faire avec du végétal cultivé normalement. C'est justement pour sensibiliser aussi les producteurs à peut-être mettre des gammes en démonstration dans leur production, à essayer de faire, je dirais, la méthode Ikea où on vous montre mise en scène les végétaux, ce que ça peut donner, et après vous allez choisir ce qui vous intéresse et vous refaites la même chose chez vous. Et ça, c'est peut-être, c'est en tout cas un point de vue personnel du moins, une chose que l'on peut essayer de mettre en place, et on essaye par cet essai-là aussi, par ce programme ProdUrban. Voilà, on essaye ça. Si ça fonctionne, pourquoi pas le faire avec nos végétaux classiques que l'on a déjà, et ce sera encore moins de coûts et moins de mise en place, on va dire, de le faire avec des végétaux qui existent. De mettre en démonstration à l'entrée de la pépinière, voilà, des pots de couleurs, des pots associés, des petits bacs jardin pour montrer voilà ce qu'on fait et ce que vous pouvez faire chez vous. Et puis bien sûr, on les trouve après en production dans la jardinerie ou dans la pépinière. On est obligé de s'arrêter. Merci pour vos questions. Merci Nathalie.